20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Retour sur le face-à-face du président Diomaye Faye avec la presse nationale. Une sortie passée à la loupe par le président du parti LDR Yessal. Modou Diagne Fada estime que le président Diomaye Faye aurait pu faire l'économie de ses déclarations sur son prédécesseur Macky Sall. Célébration ce 5 avril de la journée mondiale de l'autisme, un centre national pour mieux gérer ce trouble cérébral méconnu du grand public. C'est la recommandation des spécialistes de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Dr Jay est chef du service pédopsychiatrie dans cet hôpital. Vous l'entendrez au cours de cette édition. En Guinée-Bissau, l'opposant Nuno Gomes dénonce un coup d'État constitutionnel perpétré par Embalo Sissoko, l'actuel chef d'État. L'opposant déplore par ailleurs l'invitation du président bissau-guinéen à la fête de l'indépendance du Sénégal. Et puis de 5,3% en 2023, l'Union économique monétaire ouest-africaine est passée à 6,2% en 2024. Une bonne dynamique selon le président du Conseil des ministres de l'Union. Le compte rendu de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette phrase du président de la République lâchée lors de son face-à-face avec la presse. Je sais que Macky Sall est en train de manœuvrer dans les coulisses. Cette sortie du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye fait réagir Modou Diagne Fada. Le président du parti LDR Yessal juge cette sortie maladroite, tout comme celle sur la justice. Il estime que le président de la République ne doit pas demander aux populations d'exercer une quelconque pression sur la justice. Par ailleurs, Modou Diagne Fada s'est exprimé sur l'appel au dialogue avec l'opposition pour dire qu'il n'y voyait aucun inconvénient. Je vous propose de l'écouter au micro d'Al-Hassan Ba. Beaucoup d'aspects qui concernent la gouvernance du processus électoral autour desquels les acteurs politiques et les acteurs de façon générale devraient pouvoir échanger pour trouver des consensus. Malheureusement, ce que nous avons connu jusqu'à présent avec le nouveau régime, c'est pas ça. Nous nous sommes réunis, comme vous vous rappelez bien, autour du ministère de l'Intérieur à la veille des élections législatives. Nous étions tombés d'accord autour de consensus et finalement rien n'a été appliqué. S'il revient pour engager un dialogue sincère avec les acteurs politiques pour approfondir la démocratie, mais bien entendu, en ce qui concerne notre parti, nous ne voyons pas d'inconvénient. Le président Macky Sall est un homme d'État, un homme politique qui aime son pays. Je pense que s'il manœuvre, c'est pour plutôt les aider, c'est pour plutôt aider le Sénégal. Mais il ne lui reviendra jamais l'idée de manœuvrer contre son pays. C'est un patriote. Je pense que le président n'a pas été bien informé. Le chef de l'État n'a pas à demander au peuple de faire pression sur qui que ce soit. D'autant plus que lui-même, il a dit qu'il ne peut pas faire pression sur la justice. Alors le dire et ensuite dire que si c'est lent, c'est le peuple qui va le faire. Avant cela, il a déjà dit que les députés à l'Assemblée nationale représentaient le peuple. Ça veut dire quelque part, il nous dit qu'il est d'accord sur les positions défendues par ces députés à l'Assemblée nationale, ce qui est gravissime. Allez, nous quittons Dakar, destination Ngaye Mékhé, en passe de devenir la capitale de l'artisanat, mais aussi du cuir. Et pour cause, une tannerie sera bientôt implantée à Ngaye Mékhé en partenariat avec la Mauritanie. L'objectif, doter en cuir les ateliers de fabrication de chaussures. L'annonce a été faite par le maire de Ngaye Mékhé, Maguette Wade, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Anta Diop. Industriel, nous avons lancé au Sénégal la tannerie industrielle la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons ambition d'équiper l'armée, de faire des guetters, de faire des mbakhana, de faire des faciales, de faire des dalles pour les élèves. Ce sera un projet du secteur privé qui va s'élever à 7 milliards de francs CFA. Kon limay wo wa Ngaye
Nous avons avec la Mauritanie une coopération économique étroite. Nous parlons pour consolider la relation des peuples, l'amitié des peuples, l'amitié entre la Mauritanie et le Sénégal, l'amitié entre Elmina et Ngaï Mékhé. Et notre grand projet d'usine, de tannerie industrielle qui sera unique en Afrique de l'Ouest, nous allons le faire ensemble. Et notre tannerie végétale va vous apporter le concours technique pour que les mêmes équipements se trouvent en Mauritanie et que le cuir soit mis en valeur. Nous devons arrêter de dépendre des Italiens, des Chinois et des Pakistanais et des Indiens pour avoir des chutes de cuir et ce qu'on appelle le foguillaï du cuir. Nous allons avoir l'un des plus beaux cuirs de l'Afrique. Nous allons travailler et donner de la matière à nos artisans. Les boutiques, je vous remercie. Boutigui, c'est un exemple unique au Sénégal, un exemple unique en Afrique de l'Ouest. Nous capitalisons sur les 1400 ateliers de production artisanale. Ngaï Mékhé sera au rendez-vous du donner et du recevoir universel. Inondations et enclavement, la hantise des populations du Dandé Mayo, malgré le désastre de l'année dernière avec plus d'1 millier de sinistrés, aucune action n'a encore été entreprise pour reprendre les ponts emportés par la crue du fleuve. L'arrêt des travaux des routes du Dandé Mayo ne rassure pas les populations. Le plaidoyer a été porté par le sous-préfet de Ogo. C'était en marge de la célébration de la fête de l'indépendance qui, cette année, a été délocalisée exceptionnellement à Nabadji-Civol. Le point, c'est avec Ali Bandalian. Du début de la saison des pluies, la hantise des inondations gagne de plus en plus les populations du Dandé Mayo. Malgré les conséquences désastreuses de la crue exceptionnelle de l'année dernière, aucune action n'a encore été entreprise pour parer à d'éventuelles inondations. Non seulement les ponts vétustes ne sont toujours pas rétablis, mais aujourd'hui, c'est l'arrêt des travaux des routes du Dandé Mayo qui représente une sérieuse menace. Et par la même occasion, on a eu à brosser quelques préoccupations qui préoccupent la circonscription de Ogo en ce qui concerne les grandes œuvres de l'État, la construction de la route du Dandé Mayo et du dorsal de la zone du Diwan. Donc on a jugé nécessaire aussi, dans le cadre de désenclavement de cette commune entièrement et une partie aussi de la commune de Nabadji, une commune de la commune de Bokidiawé, l'achèvement de cette route-là, ce sera vraiment au bénéfice de toutes les populations de cette contrée. Donc nous avons alerté les populations concernant le changement et le dérèglement climatique. Mais il est aussi opportun aussi qu'au niveau de cette zone, surtout la zone de Dandé Mayo, comme la commune de Nguidjilone, de faire une digue de protection. Parce que nous avons vu que la crue du fleuve avance. Et sans cette digue de protection, nous ne pourrons pas aussi faire face à ces eaux. Donc c'est primordial pour la survie des populations, mais aussi des périmètres agricoles qui sont dans cette localité. Malgré l'ambiance festive à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les populations de cet arrondissement de Ogo regroupées à Nabadji-Civol renouvellent leur appel à l'endroit des nouvelles autorités. Une célébration de la fête du 4 avril délocalisée à Nabadji-Civol, acte dans lequel la participation de Abdoulaye Salissal, le maire de la commune, a été déterminante. Parlons à présent de la célébration de la Semaine nationale de la jeunesse. La commune de Thiaroye-sur-Mer a organisé un forum sur l'insertion des femmes et des jeunes dans cette localité. De nombreuses personnalités y ont pris part. Une occasion pour les initiateurs de passer à la loupe les nombreuses difficultés rencontrées par les femmes, mais aussi les jeunes de Thiaroye-sur-Mer, avec plus de 40 entreprises et sociétés sur le territoire communal. Le premier adjoint au maire invite ces dernières à jouer pleinement leur rôle dans l'emploi des jeunes. Moustapha Sarr est ici au micro d'Abdoulaye Patéane. Thiaroye a payé le plus lourd tribut de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, le facteur premier, c'est le chômage. Et nous Thiaroye-sur-Mer est situé entre 45 entreprises. Donc pour nous, ça c'est une problématique. Donc poser des problématiques comme ça avec les jeunes et les décideurs, c'est une aubaine pour nous. Ce diagnostic met en lumière la nécessité d'investir massivement dans les secteurs clés tels que l'emploi, la formation, le sport, la culture et les loisirs,
afin de répondre aux aspirations légitimes de notre jeunesse et d'encourager son épanouissement. Dans cette dynamique, la commune de Thiaroye-sur-Mer a initié plusieurs actions pour soutenir l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers des programmes de formation adaptés aux exigences du marché du travail et des opportunités d'emploi innovants. À Keur-Massar, dans la commune de Djahaï, parcelle Asseni, les héritiers du titre foncier 1451R ont effectué une descente sur le site pour la première fois. Ceci pour fustiger une occupation jugée illégale de leur foncier par la SNHLM. Ces héritiers qui revendiquent leur propriété disent utiliser tous les moyens légaux pour préserver le foncier restant. Ils demandent au ministre de la Justice de faire respecter les décisions de justice en leur faveur. Les détails, c'est avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. Qui habitent les héritiers du titre foncier 1451R, ils disent avoir assisté à l'accaparement illégal de leurs terres dont la surface est estimée à 258 hectares par la SNHLM et des particuliers. Depuis 2012, nous cherchons à entrer dans nos droits. La SNHLM a attribué des hectares, des dizaines d'hectares dans le site. Moi qui vous parle, il y a plus de 200 personnes derrière moi, dans ma famille. C'est une seule des 5 familles. Parce qu'il y a 5 grandes familles qui sont héritières de ce titre-là. Ces héritiers du 1451R sont désormais déterminés à mettre la main sur le foncier restant à Djahaï. La famille s'est déplacée aujourd'hui de visite, constater un peu l'ampleur des occupations, que ce soit des espaces nus ou des espaces occupés. Parce que nous allons vers une stratégie de récupération totale de l'ensemble du site. Nous avons constaté que au sein du titre, il y a des occupations avec des délibérations, ce qui est impensable. Ces propriétaires du titre foncier 1451R demandent à l'État du Sénégal de leur restituer leurs parcelles ou à défaut de les indemniser. Nous devons avoir l'assistance de l'État. Parce que si aujourd'hui le 1451 est occupé à ce niveau, c'est, je peux dire, la faute de l'État. Que l'État doit prendre toutes les dispositions. Et à défaut d'avoir la globalité de l'assiette foncière en parcelles nues, mais une compensation pour le restant qui a été occupé du fait de l'État. Depuis plus de 10 ans, la commune de Djahaï, parcelle Asseni, souffre de ce conflit foncier sur le titre 1451R. Ses héritiers demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités pour y mettre un terme. Parlons environnement à présent avec la dégradation de la mangrove qui freine plutôt les activités des populations de Joal-Fadiouth. Pour mieux la valoriser, des acteurs en provenance des communes de Nguyen mais aussi de Joal-Fadiouth sont en atelier de formation sur les mécanismes de suivi de la stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangrove ainsi que le suivi des innovations et solutions vertes. Une rencontre qui, selon les initiateurs, va permettre de mieux sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques à développer. Voici Djibril Mangane, chargé de programme à Enda Ecopop, qui revient ici sur l'importance de cette formation au micro de Ndaïmati Dian et Mamadou Gueye. Et aujourd'hui, nous sommes là pour conduire une session de formation sur le suivi ou les mécanismes de suivi de la stratégie. Il y a 3 outils qui sont essentiels qu'on va voir durant les 2 jours. Okay. Le premier outil, c'est la PMS, la plateforme Mangrove Sénégal, qui est un dispositif de suivi de la stratégie nationale des écosystèmes de mangrove. Le deuxième outil, c'est le Global Mangrove Watch, qui est un outil mondial qui permet de suivre l'étendue des écosystèmes de mangrove, mais aussi les différents changements qui peuvent survenir dans cet écosystème. Et le troisième, et cet outil Global Mangrove Watch est développé par Wetland International avec d'autres partenaires. Et le dernier outil, c'est l'IECité. L'IECité signifie réveiller la cité ou mettre de la lumière sur la cité. C'est un outil de feedback citoyen qui permet de remonter les informations
et c'est développé par Enda Ecopop. Et cet outil qui a été éprouvé dans plusieurs projets et programmes. Et cet outil va être donné aux acteurs pour permettre de faire remonter soit des alertes d'agression sur la mangrove, mais aussi des bonnes pratiques de gouvernance, des bonnes pratiques en lien avec la restauration, la valorisation, des bonnes pratiques en lien aussi avec les activités de connaissance de la mangrove. Voilà, on sait en titre célébration ce samedi de la journée mondiale de l'autisme. La chef du service pédopsychiatrique de l'hôpital de Thiaroye, Dr Ndeye Awa Dieye, plaide en faveur de la construction d'un centre national de référence pour mieux prendre en charge cette maladie cérébrale méconnue du grand public. La cérémonie s'est tenue ce matin. C'était au centre ressources autisme de Dakar en présence des parents et des enfants atteints de cette maladie. Une journée dédiée essentiellement à la sensibilisation. Voici Dr Ndeye Awa Dieye, chef du service pédopsychiatrique de l'hôpital de Thiaroye, qui nous en dit plus au micro de Al-Hassan et Amadouba. Le samedi 5 avril, c'est de faire la journée de sensibilisation à l'autisme. Normalement, c'est une journée qui se déroule chaque le 2 avril. Mais cette année, vu le contexte sociopolitique du pays, nous l'avons reporté à ce samedi 5 avril pour pouvoir permettre la présence de tout un chacun. Donc cette journée qui nous regroupe, qui regroupe ici l'ensemble des personnels de services de pédopsychiatrie, autant de l'hôpital psychiatrique de Fan, du service de pédopsychiatrie de l'hôpital des enfants de Diamniadio, du service de pédopsychiatrie du service de psychiatrie de Thiaroye et du personnel du centre ressources autisme de Dakar. Nous sommes là aujourd'hui pour recevoir les parents, pour parler de l'autisme. C'est une journée où nous voulons vulgariser, parler de l'autisme, parler de cette maladie que les gens ne connaissent pas. C'est ça le problème du Sénégal. La santé mentale des enfants n'est pas vraiment au devant de la scène et ce qui fait que nous n'avons pas beaucoup de centres. Il faut savoir que nous avons 3 hôpitaux de jour dans 3 structures hospitalières. Thiaroye, Fan et Diamniadio. Ce centre-là a été créé sous l'initiative personnelle et associé à des parents d'enfants. Donc ce n'est pas une structure totalement étatique. Nous n'avons pas à ce jour un centre ressources autisme au Sénégal issu d'une initiative étatique. La première des choses, c'est que nous demandons aux parents l'acceptation et surtout de venir voir les spécialistes. Et de la santé, nous passons à l'économie avec cette information. Retenez que l'activité économique au sein de l'UEMOA est restée dynamique. Ce sont les mots du président du Conseil des ministres de l'Union, des propos tenus lors de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine pour l'année 2025. Et pour preuve, le président des conseils de l'Union en veut cette croissance économique estimée à 6,2% en 2024 contre 5,3% en 2023. Ceci soutenu par une accélération de la production dans les secteurs manufacturiers mais aussi agricoles. Sur le plan budgétaire, le déficit global en base engagement s'est réduit à 5,1% du PIB en fin décembre 2024 contre 6,2% un an plus tôt. Et le compte rendu de cette première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA est signé par Habib Faye. Consolidation de l'activité économique mondiale et la baisse de l'inflation marquent le contexte financier international. Au sein de la zone CFA, la croissance économique est estimée à 6,2% en 2024 comparé à l'année 2023 qui était à 5,3%. Le dynamisme de l'activité a été porté par l'accélération de la production dans les secteurs extractifs, manufacturiers et agricoles. À l'instar des autres régions du monde, le taux d'inflation est ressorti en baisse à 2,9% au 4e trimestre 2024, contre 4,1% le trimestre précédent. Ce recul a été principalement induit par l'atténuation des pressions sur les prix des produits alimentaires. Toutefois, une baisse du déficit global est constatée, 5,1% du PIB en fin décembre 2024 contre 6,2% un an auparavant. Par ailleurs, le déficit du monde courant est estimé à 6,4% du PIB après 9,4%. En relation avec la bonne orientation des termes de l'échange et la hausse des ventes d'hydrocarbures à l'étranger. On note également le retour de certains États membres sur les marchés internationaux des capitaux.
Ainsi, le solde global de la balance des paiements a enregistré un excédent de 3013,9 milliards. Il faut noter que le PIB de l'Union devrait connaître une évolution de 6,3% cette année grâce aux productions agricoles, extractives et manufacturières. Le taux d'inflation devrait ressortir en baisse à 2,7% en 2025 en raison de la détente des cours mondiaux des produits alimentaires et pétroliers importés, ainsi que des meilleurs résultats de la campagne agricole 2024-2025. Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire devra s'établir à 3,7% et le sort global de la balance de paiement devra ressortir à 1702,3 milliards en 2025. Hors de chez nous, nous évoquons la situation politique en Guinée-Bissau. L'opposant Nuno Gomes Nabian, de passage à Dakar, dénonce un coup d'État constitutionnel perpétré par Umaro Sissoco Embalo. Selon le président de l'Alliance patriotique inclusive, le président Embalo n'a plus de légitimité et par conséquent, il ne devait pas être invité à la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. Nous l'écoutons ici avec nos confrères Ibrahima Kane et Yaya Diallo. L'actualité à Bissau est fortement dominée par l'incertitude autour de l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs. Nuno Gomes Nabian dénonce un forcing du président Embalo. À Guinée-Bissau, on vit dans une situation vraiment compliquée. On a un pays qui n'a pas le Parlement pendant 2 années. Et la Constitution de la République dit clairement que le mandat du président, c'est 5 années. Le mandat de Umaro Sissoco Embalo s'est terminé le 27 février. La Guinée-Bissau vit sans parlement depuis 2 ans et le mandat du président Embalo a expiré. Un coup d'État constitutionnel aux yeux du président de l'API qui fustige la venue d'Umaro Sissoco Embalo à la fête de l'indépendance du Sénégal. Embalo, il vient de faire un forcing. C'est ça qu'il vient de faire partout, faire forcing de venir à Dakar pour la fête de l'indépendance. Je ne pense pas que c'était une bonne chose à faire parce que, comme je dis, c'est un ex-président. Il n'a pas le statut maintenant de président de la République. Donc, je ne pense pas que l'invitation là, c'est pas bienvenu pour le Bissau-Guinéen. Concernant l'accord signé entre l'État du Sénégal et le MFDC à Bissau, Nuno Gomes Nabian dénonce l'attitude du président bissau-guinéen qui, selon lui, en fait un show politique. Vous savez, le problème de Casamance, ce n'est pas un problème d'entertainment. C'est un problème sérieux. Il faut le maîtriser très bien. Il faut faire un travail très sérieux et tripartite. On ne peut pas prendre les choses de Casamance aujourd'hui pour faire un show-up politique, pour montrer au monde que je suis là, je suis un médiateur et tout ça. Il faut comprendre le problème d'abord. L'opposition bissau-guinéenne réunie autour de l'API, l'Alliance patriotique inclusive, s'organise en perspective de la présidentielle du 30 novembre. Objectif, mettre fin au pouvoir du régime actuel en Guinée-Bissau. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage, une chanson qui a fait le tour du monde et qu'elle va devoir interpréter seule dorénavant. Elle, c'est Mariam Bagayoko, la femme du défunt Amadou Bagayoko qui nous a quittés ce 4 avril 2025. Le couple d'artistes non-voyants a marqué la scène musicale malienne et internationale. Le groupe mythique Amadou et Mariam a longtemps enchanté les mélomanes maliens et africains avec des chansons emblématiques comme Dimanche à Bamako ou encore Je pense à toi. Bref, retour sur la carrière d'un grand chanteur de la musique malienne avec Daniel Diouf. Un dimanche à Bamako, le tube qui aura provoqué le succès planétaire de ce duo mythique en 2004, produit par Manu Chao. Depuis, leurs chansons envahissent le monde entier. Le couple avait aussi introduit en chanson l'extinction définitive de la flamme paralympique à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, interprétant « Je suis venu te dire que je m'en vais », une composition du français Serge Gainsbourg. Amadou Bagayoko
en 1997. En 1999, ils sortent l'album Tché Nimuso. D'autres tournées les conduisent dans d'autres pays d'Europe, notamment en Allemagne et en Suisse, mais aussi aux États-Unis, par exemple en Louisiane et à Los Angeles. Pour rappel, Amadou Bagayoko est décédé ce vendredi à Bamako, à l'âge de 70 ans, des suites d'une maladie. Il laisse derrière lui 3 enfants. Et attristé par la nouvelle de sa disparition, l'artiste Youssou N'Dour a déclaré dans un tweet, je cite, « Je ne trouve même pas les mots justes pour parler d'Amadou Bagayoko qui vient de nous quitter brutalement. Mes pensées à sa chère Mariam, à qui je pense en ces moments difficiles. Je n'oublierai jamais son amitié. Paix à l'âme de l'illustre disparu. » Avant de passer au sport, cette information qui concerne un confrère, il s'agit de Moustapha Cissé, technicien à la RTS, qui est devenu le nouveau secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, le SYNPICS. Il succède ainsi à Bamba Kassé en marge de l'Assemblée générale du syndicat qui s'est tenue à la maison de la presse Babacar Touré. Le tout nouveau secrétaire général du SYNPICS était en compétition avec Ndiol Makasek, journaliste au quotidien national Le Soleil. Toutes nos félicitations à notre confrère. En sport, on démarre avec du football essentiellement. Le Sénégal a juste besoin d'un point face à la Somalie pour se qualifier en quart de finale. Même face à un adversaire qui a pris 8 buts en 2 rencontres, les Lionceaux sont appelés à ne pas tomber dans un complexe de supériorité ce lundi. Le reportage est signé Chersadi Boutiara. À un point d'une qualification au quart de finale de la CAN U17 et au mondial de la catégorie, le Sénégal a les pieds sur terre. La Somalie, même déjà éliminée, sera prise au sérieux lors de la 3e journée du groupe C, lundi. Le football, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes qui sont venues à la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'elles ont été bonnes. Elles se sont qualifiées. Par philosophie, je ne me fais jamais de complexe de supériorité ou bien d'infériorité. Je respecte les adversaires. Je respecte la Somalie. Je m'investis beaucoup, pas seulement pour les résultats, mais pour le développement de ces jeunes. Donc vraiment, ne pensez pas que nous, on s'est déjà dit qu'on est qualifiés. Donc vous pouvez me croire. Nous allons nous battre, défendre encore nos chances de qualification. Avancer dans la compétition sans trop se mettre la pression, le leitmotiv au sein de la tanière. Nos objectifs, c'est jouer match par match. On a joué le match contre la Gambie que nous avons gagné. On a joué aujourd'hui, nous avons fait match nul. C'était dans mes objectifs. Parce que pour moi, un championnat, ce qui est important, c'est d'écrire 1 point ou bien 3 points. Donc, pour répondre directement à la question, ne nous écartez pas, mais ne nous faites pas donc, les favoris de cette compétition. Je ne crois pas que je vais radicalement changer l'équipe ou bien l'attaque. Ils ont été vraiment malchanceux. Tout ce que je leur ai demandé à l'entraînement, tout ce qu'on a fait à l'entraînement, ils l'ont répété. Mais je ne peux pas aussi dire que je vais les ramener. Donc tout dépendra maintenant de leur état de forme et de leur comportement à l'entraînement. Son destin entre ses mains, le Sénégal, tenant du titre, peut terminer premier au classement du groupe C de la CAN U17 2025. S'il bat la Somalie et que la Tunisie perde face à la Gambie, des rencontres prévues ce lundi à partir de 19h. Football toujours, mais cette fois-ci chez les dames. Dans le cadre de la préparation de la CAN féminine 2025, l'équipe nationale du Sénégal a perdu à domicile face au Ghana en match amical. Une défaite d'1-0, une réalisation de Badou à la 24e minute. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales un peu plus tard dans la soirée. Votre émission Kakatar avec à la présentation Yaye Awaye. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bonne fin de week-end à toutes et à tous.